Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de vous retrouver pour vous parler d'une de mes dernières lectures, Les Montagnes hallucinées, écrit par H.P. Lovecraft et illustré par François Barranger. Et oui, encore une vidéo de Lovecraft. Pour un petit topo sur Lovecraft, je vous encourage à aller voir la vidéo sur Dagon faite précédemment. Pour cette fois, nous allons partir dans une toute autre ambiance avec Les Montagnes hallucinées, le premier tome. Mais les Montagnes hallucinées, de quoi ça parle? Pour répondre à cette question, je vais vous lire la 4e de couverture. Corona Mundi, toit du monde. Toutes sortes de formules fantastiques nous vinrent aux lèvres tandis que nous contemplions depuis notre point d'observation vertigineux l'incroyable spectacle. Arkham, 1933. Le professeur Dyer, éminent géologue, apprend qu'une expédition scientifique partira bientôt pour l'Antarctique avec pour ambition de suivre les traces de celle qu'il avait lui-même dirigée en 1931. Dans l'espoir de dissuader cette tentative, Dyer décide de faire un récit complet des tragiques événements auxquels il survécut, cette fois sans omettre les passages qu'il avait écartés à son retour, de peur d'être pris pour un fou. 2 ans plus tôt, les navires affrétés par l'université miskatonique avaient accosté le continent glacé au début de l'été austral, et le contingent de 4 professeurs et 16 étudiants s'était mis aussitôt au travail. Les premiers résultats ne s'étaient pas fait attendre, et le biologiste de l'expédition, le professeur Lake, était parti de son côté avec plusieurs membres de l'équipe afin de suivre une piste fossilière prometteuse. Au bout de quelques jours à peine, il avait annoncé par radio avoir découvert de stupéfiants spécimens d'une espèce inconnue, extraordinairement ancien, avant de cesser toute communication après une terrible tempête. Pressentant le pire, d'ailleurs, s'était porté à leur secours le jour suivant. Ce qu'il avait découvert sur place dépassait ses craintes les plus folles. Paysage désert glacé, créature innommable vieille de plusieurs millions d'années découverte dans un état de conservation anormal, étrange structure géométrique au sommet de montagnes noires plus hautes que l'Everest. Cette nouvelle de Lovecraft a inspiré des générations d'auteurs et de réalisateurs. De John Carpenter, lorsqu'il réalise The Thing, à Guillermo del Toro qui rêve de la porter à l'écran. Avant d'aller plus loin, je vous propose de faire un petit point sur l'illustrateur François Béranger. Illustrateur de formation, il a travaillé pour le cinéma, comme pour Harry Potter, ainsi que pour les jeux vidéo, comme pour Heavy Rain. Il s'est également essayé à l'écriture à partir de 2013 avec tout d'abord de la science-fiction, puis du thriller. Il découvre Lovecraft comme beaucoup d'autres à travers le jeu de rôle lors de son adolescence. Mais c'est bien plus tard qu'il décide de se lancer dans des versions illustrées de ses histoires, en commençant par la plus célèbre, L'Appel de Cthulhu, sortie chez Brajlon en 2017. Puis il renouvelle ici l'expérience avec Les Montagnes hallucinées. Pour vous donner, comme toujours, une idée du style du livre et de l'auteur, je vais vous lire un extrait des premières pages. Si je me vois obligée de parler, c'est parce que des hommes de science refusent de suivre mes conseils sans en connaître les motifs. C'est tout à fait à contre-cœur que je vais exposer les raisons pour lesquelles je m'oppose à ce projet d'invasion de l'Antarctique, qui tournerait à la vaste chasse aux fossiles, avec forage à grande échelle et fonte de l'antique calotte glaciaire à la clé. Et je suis d'autant plus réticent que mes avertissements pourraient s'avérer vains. Étant donné la nature des faits que je m'apprête à révéler, il est inévitable que ceci provoque l'incrédulité du lecteur, et cependant, si j'omettais ce qui paraîtra extravagant et incroyable, il ne resterait rien. Les photographies classiques ou aériennes que jusqu'ici je gardais pour moi témoigneront en ma faveur, car elles sont diablement précises et impressionnantes. Pourtant, on remettra en doute leur véracité, car on peut aller très loin avec de faux habits. Bien entendu, les gens se riront des dessins à la plume, et ils crieront à l'imposture flagrante en faisant abstraction de la technique singulière qui devrait intéresser et intriguer les experts en histoire de l'art. En dernier ressort, je dois compter sur le jugement et le prestige de quelques sommités scientifiques qui auront assez d'indépendance d'esprit pour apprécier mes effroyables données, sans idées préconçues, ou à la lumière de certains cycles mythiques primordiaux et hautement déconcertants, mais seront aussi dotés de l'influence nécessaire pour dissuader l'ensemble des explorateurs du monde de mener tout programme imprudent et trop ambitieux dans la région de ces montagnes de la démence. Il s'agit donc ici du premier volume d'une série en 2 tomes. Pour avoir la conclusion de l'expédition du professeur Dyer, il faudra acheter le second volume. C'est un découpage qui est courant et qui se retrouve dans plusieurs adaptations des Montagnes hallucinées. Ici, nous vivons l'aventure relatée par le professeur Dyer. C'est son point de vue, son ressenti qui vont nous guider dans tout le livre. C'est un point de vue que j'ai trouvé assez immersif et qui m'a plu. Je ne vous raconterai pas beaucoup plus l'histoire, sinon je risque de vous spoiler. Néanmoins, comme souvent dans les histoires de Lovecraft, les personnes impliquées vont se retrouver confrontées à des choses qui dépassent l'entendement humain. Et c'est avec eux que nous allons découvrir peu à peu ce qui se cache sous la terre et sous la neige de ce coin du monde reculé.
Pourquoi donc le professeur se donne-t-il autant de mal pour que personne ne foule du pied les lieux visités par sa propre expédition ? Que s'est-il passé là-bas ? Ou plutôt, que s'est-il réellement passé là-bas ? Âme sensible s'abstenir. En effet, Lovecraft reste un auteur effrayant, de livres d'horreur, ici avec une ambiance glacée. Montagne hallucinée, c'est un nouveau pari réussi pour l'illustrateur. En ce qui me concerne, si le livre est aussi réussi, c'est en grande partie dû à son travail. Comme vous pouvez le voir, les illustrations sont pleines pages sur les doubles pages complètes. Le texte est imprimé dessus, mais sans jamais empiéter directement sur l'illustration, ce qui donne parfois des découpages assez inégaux d'une page à l'autre. Le lecteur est ici directement pris dans l'ambiance propice. Les tonalités, les couleurs, la taille du texte qui s'adapte pour certains passages, tout est fait pour que ce soit le plus immersif possible. Au début du livre, dès que l'expédition est partie, les couleurs comme le blanc vont prédominer, et au fur et à mesure que le récit va s'assombrir, les illustrations vont suivre. C'est un grand livre. Il est en effet doté d'une couverture rigide et plus grand qu'un format A4. Il ne sera pas facile de l'emmener dans le bus ou dans le train pour continuer votre lecture. Il se voit également doté d'une jaquette amovible qui permet la découverte d'une autre illustration, mais peut également servir de marque-page lors de votre lecture. Que vous découvriez le texte des Montagnes hallucinées ou que vous ayez envie de le relire, je vous conseille cette édition qui est vraiment très immersive. D'ailleurs, si ma recommandation ne vous suffit pas, la préface est signée par Maxime Chatham lui-même. Pour finir, je ne dirai qu'une chose. Nous sommes bientôt en hiver, les températures commencent à descendre. C'est le moment idéal pour ouvrir ce livre et accompagner l'expédition du professeur Dyer en Antarctique. Après tout, que pourrait-il bien vous arriver dans un endroit où plus rien ne vit ? Comme toujours, n'hésitez pas à venir parler avec moi en commentaire du livre, de l'auteur ou de l'illustrateur, je serai ravie d'échanger avec vous sur le sujet. Sur ce, je n'ai plus qu'à vous dire au revoir et à très bientôt pour une nouvelle chronique sur le Petit Point Geek. Bye bye!